Deuxième vidéo de réponse aux questions sur le temps et la relativité. On va revenir sur la mesure des durées et sur le fait que deux observateurs vont mesurer des durées différentes entre deux événements. Les durées sont relatives, parfois on dit que le temps est relatif, et à partir de là, on va se demander si l'âge de l'univers, lui aussi, est relatif. Question de Spiril, si deux particules distantes sont intriquées et forment une seule conscience, est-ce qu'il y aurait un ici et maintenant à deux endroits différents? Alors d'une certaine façon oui, et ça correspond exactement au concept de référentiel. Un référentiel, on a dit que c'était attaché à un objet solide, par exemple une planète. Pour être plus précis, on peut voir un référentiel comme une grille solide imaginaire qui couvre tout l'espace. Cette grille, elle est attachée à l'objet solide de référence. Donc si la planète de référence tourne sur elle-même, toute la grille va tourner en un seul bloc. En mécanique classique et en relativité restreinte, tous les points de la grille vont être fixes les uns par rapport aux autres. Et donc c'est comme si on avait une sorte de conscience omniprésente qui pouvait mesurer des durées et des distances n'importe où dans l'univers, sans avoir besoin de se déplacer et sans avoir à se poser des questions de temps de propagation. Et donc oui, on peut parler de deux événements simultanés, même s'ils sont distants. Par exemple, là je tape des mains, et un extraterrestre tape des tentacules sur une exoplanète. Dans certaines circonstances, je vais pouvoir dire que ces événements sont simultanés par rapport à mon référentiel, de mon point de vue. Je peux faire ça avec deux événements, mais je peux faire ça en fait avec autant d'événements que je veux. Je vais pouvoir dire que tous ces événements sont simultanés de mon point de vue, et donc je vais pouvoir parler de l'instant présent de l'univers, mais ce sera de mon point de vue par rapport à mon référentiel. Mon référentiel, c'est la grille solide imaginaire dont j'ai parlé. Je suis fixe par rapport à cette grille, et toutes les mesures de durée que je vais faire, elles vont être vraies dans mon référentiel, mais elles vont être fausses dans un autre référentiel. Si un astronaute passe à côté de la Terre à toute vitesse dans sa fusée, il va être attaché à un autre référentiel, à une autre grille. Donc la grille de l'astronaute se déplace par rapport à ma grille, et c'est ça qui fait que l'astronaute va mesurer des durées différentes des miennes. On a deux événements. Événement numéro 1, je tape des mains. Événement numéro 2, l'extraterrestre tape des tentacules. Il se peut que dans mon référentiel, ces deux événements soient simultanés, mais qu'ils soient décalés dans le référentiel de l'astronaute. Ce que moi j'appelle l'instant présent, j'imagine tous les extraterrestres de l'univers qui tapent des mains en même temps, c'est mon instant présent, mais ça va pas correspondre à la même réalité que l'instant présent de l'astronaute. La mesure des durées est relative, la simultanéité est relative, la notion d'instant présent est relative. Ensuite, question de Paul Simard, est-ce que l'âge de l'univers est relatif? On a parlé du paradoxe des jumeaux dans la vidéo précédente. Celui qui fait un aller-retour à très grande vitesse dans l'espace revient plus jeune que son frère jumeau. Donc ça marche si le deuxième jumeau reste fixe sur Terre, mais ça marche aussi s'il reste fixe dans l'espace. Et donc le premier jumeau qui fait l'aller-retour, il pourrait se dire, mais moi je suis fixe dans mon propre référentiel, je suis fixe par rapport à ma grille, et ce que je vois, c'est le deuxième jumeau qui fait un aller-retour. Donc c'est pas moi qui voyage, c'est lui. Donc c'est ça qui est paradoxal, et on résout ce paradoxe en se rendant compte qu'en fait la situation n'est pas symétrique. C'est pas symétrique parce que le premier jumeau qui fait un aller-retour, il n'appartient pas à un référentiel galiléen. Il va ressentir des accélérations et des forces d'inertie, ce qui n'est pas le cas du deuxième jumeau qui reste fixe. Mais maintenant, si on applique ça à la mesure de l'âge de l'univers, il y a un petit problème qui va se poser. Prenez un premier atome qui a été formé peu après le Big Bang et qui reste fixe dans sa région de départ. On peut supposer par exemple que c'est la région qui va donner naissance au système solaire. Donc ce premier atome, il a toujours été dans les parages. Ensuite, prenez un deuxième atome qui a été formé lui aussi
peu de temps après le Big Bang, sauf que ce deuxième atome, dès le début, il a été éjecté à très grande vitesse, quasiment à la vitesse de la lumière. Il a passé toute sa vie à voyager à très grande vitesse par rapport au premier atome, et il arrive seulement aujourd'hui dans le système solaire. Et maintenant, imaginez qu'on ait un moyen de mesurer l'âge de ces atomes. On peut par exemple supposer que ce ne sont pas des atomes mais des systèmes un peu plus gros qui se dégradent petit à petit. On peut aussi supposer qu'on détecte un grand nombre de ces atomes et qu'on peut faire des statistiques sur les taux de désintégration. Bref, supposons qu'on soit capable de dire lequel des deux atomes a le plus vieilli. Pour le premier atome, qui est resté fixe, qui a toujours été dans les parages de ce qui donne aujourd'hui le système solaire, on va trouver que son âge est égal à l'âge de l'univers classique, qu'on estime aujourd'hui à 13,8 milliards d'années. Donc pour nous, sur Terre, et pour l'atome numéro 1 qui est fixe, l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. C'est la durée entre la création de l'atome un peu après le Big Bang et maintenant. Mais de notre point de vue, l'atome numéro 2, lui aussi, il a été créé juste après le Big Bang. Et il arrive ici et maintenant. Et on a dit que de notre point de vue, entre le Big Bang et ici et maintenant, il y a 13,8 milliards d'années. Et en sachant ça, la relativité restreinte nous dit un truc assez fou, c'est que, de son propre point de vue, l'atome numéro 2 a vécu moins longtemps. Si on arrive à mesurer son âge, on va trouver que l'atome numéro 2 n'a en fait pas 13,8 milliards d'années, mais par exemple seulement 2 milliards d'années. On appelle ça la durée propre, c'est la durée qui est mesurée par l'objet dans son propre référentiel, dans sa propre grille, et cette durée propre, elle est toujours plus courte que ce qui est mesuré par un référentiel extérieur. Ok, on arrive au bout du raisonnement, là on pourrait se dire, bah oui, c'est comme pour le paradoxe des jumeaux, le voyageur vieillit moins. Sauf que si on regarde dans le détail, c'est pas du tout la même situation que pour le paradoxe des jumeaux. Dans le paradoxe des jumeaux, le jumeau qui voyage, il subit une accélération. Il a une trajectoire qui n'est pas dans un référentiel galiléen. Il va subir des forces d'inertie. Alors que dans notre exemple avec les atomes, l'atome numéro 2, à partir du moment où il a été éjecté, il va rester à vitesse constante. Au moment où il est éjecté, ok, il y a une accélération, mais ça se fait en très peu de temps, et c'est pas ça qui crée l'écart de durée. Ce qui crée l'écart de durée, c'est le fait que l'atome numéro 2 n'est pas dans le même référentiel que l'atome numéro 1. Si on fixe un référentiel, une grille sur chacun des deux atomes, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient deux référentiels qui sont à vitesse constante l'un par rapport à l'autre. Aucun des deux ne subit une accélération, aucun des deux ne subit de force d'inertie. A priori, la situation est symétrique. Et là, vous voyez le problème. L'atome 1 va dire que c'est l'atome 2 le plus jeune, et l'atome 2 va dire que c'est l'atome 1 le plus jeune. Et donc, lequel des deux a raison ? Lequel des deux mesure le bon âge de l'univers ? Est-ce que l'âge de l'univers est relatif ? On a l'impression qu'on est un peu coincé là. Et ce qui nous sauve, c'est que, en fait, la situation n'est pas symétrique. Elle l'est du point de vue de la relativité restreinte, mais la relativité restreinte, elle résonne dans un univers vide. À partir du moment où on prend en compte la matière, les galaxies, la situation n'est plus symétrique. La différence, c'est que le référentiel de l'atome numéro 1 est à peu près fixe par rapport à la moyenne des galaxies, alors que l'atome numéro 2, vu qu'il a été émis à toute vitesse, il n'est pas du tout fixe par rapport aux galaxies avoisinantes. Pour l'atome numéro 1, l'univers a le même aspect, peu importe la direction dans laquelle il regarde. On dit que l'univers est isotrope, il est le même dans toutes les directions. Pour l'atome numéro 2, c'est pas du tout le cas. Vu qu'il avance très vite, devant lui, il va voir des étoiles lui arriver dessus, et derrière lui, il va voir des étoiles s'enfuir. De son point de vue, l'univers n'est pas isotrope. Donc la situation n'est pas symétrique, et notre définition de l'âge de l'univers, c'est ce qui est mesuré dans des référentiels fixes par rapport aux galaxies avoisinantes. On appelle ça les observateurs comobiles. Pour eux, l'univers est isotrope. Le temps que ces observateurs mesurent, on appelle ça le temps cosmique, et pour eux, l'univers a 13,8 milliards d'années. Les référentiels en mouvement, eux, vont mesurer des durées plus courtes,
Et pour être précis, on prend toutes les mesures de l'âge de l'univers entre le Big Bang et maintenant, et parmi toutes ces mesures, on garde la valeur maximale qui correspond au référentiel le plus fixe possible. Fixe par rapport à quoi? Par rapport à la moyenne des galaxies, par rapport à la matière. Et donc vous voyez qu'on a encore une histoire de définition relationnelle, un peu comme ce que j'ai fait pour définir le temps. Et comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour finir, une remarque d'Alain. Il me paraît impossible de déterminer que tel mouvement est périodique et régulier. La Terre ne tourne pas à vitesse stable, sa vitesse diminue infinitésimalement. Alors ça c'est très intéressant, c'est relié à la définition que je donne de la grande classe d'équivalence, la classe des bonnes horloges. Dans la vidéo, je dis que deux horloges sont en relation d'équivalence lorsque le rapport de leur période est stable. Par exemple, je vais compter 3 tics de ma montre pendant une oscillation du pendule. Ce rapport de 3 va rester constant. Et ensuite, je constate que certaines horloges n'ont pas de relation d'équivalence avec une autre horloge. C'est le cas par exemple des battements de cœur de Galilée. Ces battements sont irréguliers et il n'y a aucun autre phénomène dans l'univers qui suit exactement le même rythme. Par contre, je remarque qu'il y a toute une classe d'horloges qui sont stables les unes par rapport aux autres. L'oscillation des pendules, le mouvement des aiguilles d'une montre, et même dans l'univers les rotations des planètes, des étoiles, tous ces mouvements réguliers ont des rapports stables les uns par rapport aux autres. Et il y a un lien entre cette classe d'horloges et la classe des référentiels galiléens. Vous vous souvenez, les bons référentiels qui n'ont pas d'accélération, pas de force d'inertie. Ce que je peux faire, c'est que si j'ai deux montres qui sont en rapport stable, je peux en placer une dans un référentiel galiléen, donc je peux envoyer une de ces deux montres, même à grande vitesse, pourvu que cette vitesse reste constante. Les deux montres sont chacune dans un référentiel galiléen, et si je fais ça, les rapports vont rester stables. Donc si on reprend l'exemple de l'astronaute qui passe à toute vitesse dans son vaisseau, ok, il va mesurer des durées différentes des miennes. La mesure des durées est relative. Il va par exemple mesurer des durées 2 fois plus courtes. Mais ce qui est important, c'est que ce rapport de 2 va rester constant. Si l'astronaute est lui aussi dans un référentiel galiléen, je vais pouvoir placer sa montre dans la grande classe d'équivalence des bonnes horloges. Tant qu'il reste à vitesse constante, donc il ne faut pas qu'il accélère, il ne faut pas qu'il tourne sur lui-même, tant qu'il est dans un référentiel galiléen, le rapport des durées de sa montre et de ma montre va rester constant. On voit qu'il y a un lien très fort entre la classe des référentiels galiléens et la grande classe d'équivalence des bonnes horloges qui permet de définir le temps. Et la remarque en commentaire, c'est qu'en fait, il y a toujours de petites accélérations, de petites instabilités. Et donc la classe des référentiels galiléens et la grande classe des bonnes horloges, on a l'impression qu'elles sont mal définies, que c'est fait de manière approximative. Il se trouve qu'on peut s'en sortir justement en précisant quelle approximation on se permet de faire. Les accélérations des étoiles et des planètes ne sont pas tout à fait nulles, ok. Il n'y a jamais de vrai référentiel absolument galiléen. On peut imaginer une distribution des accélérations qui ressemble à ça. Ici, on a les étoiles qui ont une accélération faible, et plus on va vers la droite, plus les accélérations sont fortes. Avec une courbe comme ça, on suppose que les fortes accélérations sont plutôt rares. Je précise que c'est pas la distribution exacte, c'est juste un support pour le raisonnement. Si on veut être absolument précis, en fait, il n'y a aucune étoile qui est exactement attachée à un référentiel galiléen. Et donc, pour pouvoir faire de la physique, pour pouvoir rattacher cette notion abstraite de référentiel galiléen
à des objets concrets et réels comme des étoiles. Pour pouvoir faire ça, on va se donner une marge de manœuvre. Pour vous donner une idée, si vous habitez près de l'équateur terrestre, vous allez subir une accélération de 0,03 mètres par seconde carrée. Vous subissez cette accélération à cause de la rotation de la Terre. Cette accélération, elle est très faible, elle est 300 fois plus faible que l'accélération de la pesanteur. Donc c'est 1/300e de g. Si on prend le système d'étoiles doubles d'Alpha du Centaure, ce système a une période de 80 ans. Les étoiles mettent 80 ans pour tourner l'une autour de l'autre, et elles sont distantes d'environ 20 unités astronomiques en moyenne. Si on fait un calcul rapide, ça nous donne une accélération de 1,8 10 puissance moins 5 mètres par seconde carrée. C'est 500 000 fois plus faible que l'accélération de la pesanteur sur Terre. Vous voyez, typiquement, les accélérations des étoiles et des planètes ne sont pas nulles, mais les valeurs sont très faibles. Et donc on peut fixer une accélération à ne pas dépasser, par exemple 1/10 de mètre par seconde carrée. Et donc on va être un peu tolérant, on va dire que tous les objets réels qui ont une accélération plus faible qu'1/10 de mètre par seconde carrée, on va dire que cette accélération est négligeable. Et on va dire que les horloges embarquées dans ces référentiels sont de bonnes horloges. C'est comme ça qu'on fait de la physique. Toutes les théories physiques qu'on a mises au point comportent des approximations. Même en relativité générale, on fait des hypothèses sur la distribution de matière. On va dire qu'elle a certaines symétries pour pouvoir simplifier les calculs. Quand on fait de la physique, le but c'est pas d'éradiquer les approximations, c'est de bien contrôler le domaine de validité de la théorie. Donc, les définitions de référentiel galiléen et de la classe des bonnes horloges sont parfaitement rigoureuses. C'est juste que si on veut les appliquer à des objets réels, il faut se donner une petite marge d'erreur. Et si on fait les choses correctement, les effets de cette marge d'erreur vont être négligeables. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser d'autres questions, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Merci aux tipeurs et aux Patreons. Allez voir mes chaînes secondaires si vous êtes étudiant. Moi je vous dis à bientôt et que la science soit avec vous.